Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Pour ma première vidéo, j'avais envie de vous présenter une vidéo loufoque. Je vais vous présenter plusieurs petites histoires qui mettent tout en scène un crime, mais aussi de la mayonnaise. La première histoire, elle s'est déroulée en juin 2022 en Atlanta. Le drame est survenu dans un restaurant Subway attenant à une station-service. Vers 18h30, Melville Williams, un homme de 36 ans, il venait de commander un sous-marin. Il s'est alors mis à se plaindre aux employés qu'il y avait une quantité excessive de mayonnaise dans son sous-marin. Ces deux filles venaient de commencer à travailler il y avait à peine 2 semaines. L'homme était tellement en colère qu'il a sorti son arme puis l'a tiré sur les deux femmes. Elles n'ont même pas eu le temps de parler ou de réagir. Malheureusement, Brittany Bacon, qui n'avait que 26 ans, a été déclarée morte plus tard à l'hôpital. La deuxième employée, Jade Statham, qui avait 24 ans, elle a été blessée. Le fils de Jade y était présent au restaurant au même moment où sa mère a été blessée. Il était avec son père. Il a été gravement perturbé par le drame. Williams était en liberté sous caution pour d'autres motifs au moment des faits. Pour ce qui est de la poursuite judiciaire dans ce cas, Williams a été accusé de meurtre, d'agression aggravée avec arme mortelle, de cruauté envers un enfant au 3e degré et de possession d'une arme à feu lors de la commission de crime. Il s'est vu refuser la libération sous caution plus d'1 an après la fusillade mortelle. Pour la deuxième histoire, elle est survenue le 21 mai 2025. Un homme nommé Elijah Travis McKay, âgé de 23 ans, il travaillait au Checkers en Floride. Il était autour de 22h10 lorsque Will C. Robertson était à pied au service au volant parce qu'il n'était pas satisfait de sa commande. Il voulait plus de sachets de mayonnaise, puis il voulait parler à un responsable. Par la suite, on peut voir sur les vidéos de surveillance du Checkers que McKay est en train de sortir par la fenêtre du service au volant puis se diriger vers l'avant de l'établissement où se trouvait Robertson. Une dispute entre les deux hommes a éclaté. Selon les témoins, et il y en avait plusieurs, Robertson aurait tenu des propos désobligeants et de lourdes insultes à l'égard de McKay. C'est à ce moment que McKay aurait sorti un pistolet dissimulé à sa ceinture et aurait tiré dans la poitrine de Robertson. Robertson a été secouru rapidement et transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. McKay, pour sa part, il a pris la fuite à pied, mais il a été retrouvé quelques heures plus tard, caché sous un escalier d'hôtel proche de son restaurant. Lors de son arrestation, il a admis être armé et les policiers ont effectivement retrouvé ce qui semble être l'arme du crime. Il a ensuite été arrêté et incarcéré à la prison du comté. Il n'a manifesté aucune émotion lors de sa première comparution où il a été accusé de meurtre prémédité au 1er degré avec usage d'une arme à feu. Aucune libération sous caution ne lui a été accordée. Pour la troisième histoire, elle a eu lieu le 24 août 2025 dans une petite ville espagnole. Un quinquagénaire était assis à la terrasse du restaurant Las Postras. Il avait commandé un sandwich et il voulait avoir de la mayonnaise. La serveuse lui a alors mentionné poliment qu'ils en avaient pas dans leur restaurant. Après une brève dispute avec la serveuse qui tentait de lui expliquer poliment qu'ils n'ont pas de mayonnaise, il a quitté pour aller à une station-service. Il est revenu avec un bidon d'essence et a exigé de la mayonnaise. Après s'être encore fait dire qu'il ne servait aucune sauce, ni ketchup, ni mayonnaise, ni moutarde, et l'homme aurait mis le feu au bar avant de prendre la fuite. Il avait déjà un casier judiciaire. L'homme aurait quand même été brûlé au bras lorsqu'il me l'a mis le feu au bar et aurait été suivi par des serveurs et des clients du bar. Il a rapidement été arrêté par des agents de la Guardia Civil espagnole.
Il y avait des enfants, des personnes âgées, plusieurs personnes dans le restaurant. Heureusement, personne n'a été blessé. Il y a eu quand même des dommages matériels. Une personne derrière le comptoir qui travaillait aurait été assez rapide pour utiliser l'extincteur pour permettre aux gens de sortir. José Antonio Caballero, le propriétaire, aurait mis la vidéo sur Instagram pour montrer la scène. On voit très bien l'homme rentrer, asperger le comptoir, mettre le feu, et à ce moment-là, le feu qui se prend sur son bras gauche, il donne un coup avec son autre main et il repart. Caballero a mentionné que le dommage lui aurait coûté entre 11 400 et 16 300 $. Toute cette histoire aurait attiré l'attention de Hellmann's Espagne, qui a décidé de prendre en charge les coûts pour les réparations du restaurant. Ils ont mentionné qu'ils ne seraient plus jamais à court de mayonnaise et ils leur fourniraient une quantité d'approvisionnement pour toujours. L'homme a été placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. Pour la quatrième histoire, c'est une histoire qui a eu lieu le 17 décembre 2020 à Woodbine en Iowa. Christopher Ebersher, un homme de 29 ans, Caleb Solberg, 30 ans, et une troisième personne qui n'a pas été identifiée buvait et mangeait au bar de Moorhead. Christopher aurait décidé de mettre de la mayonnaise comme ça sans raison dans l'assiette de Caleb. Caleb n'était pas du tout content parce qu'il n'aime pas la mayonnaise, donc il aurait décidé de frapper Christopher. Christopher, il est resté vraiment surpris, donc il a décidé de se lever avec la troisième personne puis de s'en aller en voiture dans un autre restaurant à 10 minutes de là. Par contre, pendant le trajet, Christopher a décidé d'appeler Craig Prayer, qui est le demi-frère de Caleb. Il l'appela à 2 reprises puis il l'a menacé de tirer sur Caleb avec son fusil pour ce qui venait d'arriver. Par la suite, la troisième personne a ensuite rencontré Craig et l'a averti de la présence de Christopher à l'intérieur et qu'il n'était vraiment pas content. Caleb est arrivé au café et a parlé avec Craig avant qu'une bagarre éclate entre Caleb et la troisième personne. Après la bagarre, Christopher aurait percuté le véhicule de Craig avec sa camionnette Chevrolet Silverado 2001. Plus tard dans la nuit, il aurait vu Caleb devant le café Pisgah et il aurait décidé de foncer sur lui avec son camion parce qu'il était à l'avant du café. Le choc n'a pas été fatal, donc Christopher, il a fait demi-tour. Puis il est revenu pour percuter Caleb 2 fois de plus pour être certain qu'il soit mort. Ensuite, Christopher, il a décidé de se sauver rapidement pour pas se faire attraper. Puis pendant qu'il se sauvait, sa voiture est tombée en panne. Alors il a décidé d'appeler son père pour qu'il vienne l'aider. Il a aussi appelé Craig pour lui dire qu'il avait tué son frère. Le père de Christopher, quand il est arrivé puis qu'il a su qu'est-ce qui se passait, il a décidé de le ramener sur les lieux du crime. Christopher, lui, aurait affirmé qu'il aurait agi de manière imprudente et qu'il ne voulait pas vraiment tuer Caleb. Pour ne pas avoir d'accusation de meurtre au second degré, il a décidé de plaider qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il conduisait sous l'emprise de l'alcool, ça a du sens. Il espérait ainsi éviter une peine à perpétuité et avoir plutôt 50 ans de prison à la place. Christopher a également affirmé qu'il était justifié d'avoir utilisé la force létale pour se défendre parce que, selon lui, il était en danger. Il a été prouvé que même si Christopher avait été sous l'influence de l'alcool, chose qui n'était pas supposée en conduisant, il était quand même responsable de ses actes et qu'il avait la capacité mentale suffisante pour savoir que ce qu'il était en train de faire n'était pas bien. Les éléments de preuve dans cette affaire démontrent que Christopher n'était pas en danger imminent, justifiant l'usage de la force létale contre Caleb, surtout à 3 reprises. Les preuves démontrent que Christopher a agi sans justification et en colère. Il a été condamné le 31 janvier 2022 à une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire après avoir été reconnu coupable en décembre 2021 du meurtre au premier degré de Caleb Solberg. Pour ma 5e histoire,
Elle a eu lieu le 18 mars 2022 vers 16h dans un Burger King à Miami. Chatesha Monique Hick, âgée de 30 ans, travaillait au Burger King lorsqu'elle a eu une dispute avec un client. Plusieurs personnes ont été témoins et ils ont mentionné que la dispute a débuté parce que le client aurait jeté de la mayonnaise à Hick à la commande à l'auto. La discussion est montée et Hick aurait sorti une arme à feu et aurait tiré plusieurs fois sur la voiture de la cliente. Les témoins mentionnent que Hick serait sorti en courant du restaurant pour rejoindre sa voiture. Elle aurait pris alors une arme à feu et aurait tiré à 5 reprises sur la voiture du client. On ne sait pas qui est le client et s'il a été blessé puisqu'il a quitté les lieux avant l'arrivée des policiers. Hick aurait été retrouvé plus tard dans la journée après s'être enfui et elle aurait abandonné sa voiture à 1 km de chez elle. Elle aurait refusé de les laisser perquisitionner sa maison, ce qui aurait été ajouté à ses chefs d'accusation. Elle a été arrêtée pour avoir déchargé son arme à feu en public. Elle aurait payé sa caution et elle aurait été libérée. La 6e histoire, elle est survenue à Columbus en 1987. Zina Robertson avait 23 ans lorsqu'elle est venue frapper à la porte de l'appartement de Anna May Florence, qui en avait 77. Elle disait vouloir collecter des fonds pour une œuvre de charité, mais elle avait besoin d'argent pour rembourser une dette de drogue, ce qu'elle n'a pas mentionné évidemment. Anna venait de déménager à Columbus et a décidé de l'accueillir et de lui donner de l'argent. Malheureusement, Zina, elle en voulait plus pour payer ses dettes de drogue et peut-être en avoir davantage. Une bagarre s'est ensuite suivie et Anna a voulu se protéger, donc elle a pris un couteau dans la cuisine. Malheureusement, Zina étant plus forte, elle lui a arraché des mains et elle l'a poignardé à plusieurs reprises. Ce matin-là, la sœur et le beau-frère de Anna venaient la chercher pour faire des courses. En arrivant, ils ont vu une femme s'enfuir de l'appartement. Le beau-frère a tenté de retenir la femme qui était ensanglantée sur le bras. Mais à cause du sang, la prise a été lâchée, donc Zina a pu se sauver. Linda Perry, c'est la nièce de Anna, elle a mentionné à l'audience que la famille avait décidé de la faire déménager à Columbus après son veuvage pour qu'elle soit plus proche de la famille et qu'ils puissent la connaître un peu mieux et surtout pouvoir s'en occuper. Zina avait déménagé, elle, en Géorgie peu après le meurtre et elle avait mené une vie quand même assez respectueuse des lois. Jusqu'à temps qu'en 1999, elle a commis un vol à l'étalage, ce qui a fait en sorte que ses empreintes digitales ont été inscrites dans une base de données. En 1987, les empreintes digitales avaient été relevées sur les lieux du crime sans trouver de correspondance, mais ils avaient été gardés pendant toutes ces années-là. Ce qui fait en sorte qu'en 1999, ça a créé une correspondance qui a permis d'associer les empreintes de Zina au meurtre de Anna. La procureure adjointe Renée Hamlin aurait déclaré que l'empreinte du pouce droit de Zina correspondait à une empreinte qu'ils avaient trouvée sur le mur du salon et que l'empreinte de son majeur droit correspondait à une empreinte trouvée sur un pot de mayonnaise dans l'appartement. À 50 ans, Zina a plaidé coupable de meurtre. Le juge du comté de Franklin, Julie M. Lynch, l'a condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour le meurtre d'Anna May Florence. Elle lui a dit qu'elle allait passer moins de temps en prison que les 27 années qu'ils avaient pris pour la trouver et la condamner. Pour ce qui est de ma dernière histoire,
Elle n'a pas vraiment de lien avec le crime, mais elle a un lien avec la mayonnaise et je la trouvais quand même drôle, donc j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Elle a eu lieu le 20 juin 2016 vers 11 heures à Toronto, au Canada. C'est un homme de 52 ans dont le nom n'a pas été rendu public, qui a été accusé de conduite imprudente. Le conducteur aurait perdu la maîtrise de son camion dans un virage parce qu'il roulait un petit peu trop vite, ce qui aurait provoqué le basculement du véhicule et le déversement de la cargaison sur la chaussée. Sa cargaison, naturellement, contenait de la mayonnaise et de la vinaigrette. Ce qui fait en sorte qu'une énorme flaque de centaines de litres, blanche et verte, s'est répandue sur la chaussée, bloquant la route d'une bretelle d'accès à l'autoroute. La bretelle a été fermée pendant 9 heures pour ainsi permettre le nettoyage, ce qui a engendré des embouteillages très importants pour les riverains. Le chauffeur s'en est sorti avec quelques coupures et éraflures. Alors voilà, c'était mes histoires concernant la mayonnaise. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis, entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!